Voilà, je te propose donc dans cette séquence de généraliser la notion de gradient à 3 dimensions, puisqu'effectivement jusqu'à présent je me suis limité à des fonctions de 2 variables qui ont pour gradient un vecteur dans l'espace de ces 2 variables, c'est-à-dire dans le plan. Et si je me suis limité à 2 variables, eh bien c'est parce qu'il est bien entendu beaucoup plus facile de visualiser les choses dans un monde à 2 dimensions par rapport à ce qu'on ferait dans un monde à 3 dimensions. Le monde à 3 dimensions est bien plus riche, bien plus complexe. Les joueurs de jeux vidéo comprennent très bien ici de quoi je parle. Donc voilà, pour passer à la généralisation à 3 dimensions, eh bien je vais forcément repartir de ce qu'on a vu à 2 dimensions. Je vais commencer par une petite mise en garde d'ailleurs ici. Pour t'expliquer le gradient à 2 dimensions, j'ai eu recours à cette représentation tridimensionnelle. Mais là, tu ne dois pas te méprendre. Il s'agissait bien d'un monde à 2 dimensions. C'est le monde qu'on peut décrire ici dans le plan de coordonnées x, y. J'ai bien décrit les fonctions de 2 variables x, y, et la 3e dimension qui apparaît dans cette représentation permet juste de représenter le graphe de cette fonction. C'est-à-dire que ici, dans la dimension verticale, je représente les valeurs de la fonction f de x, y. Je peux la représenter en tout point, et ça me fait le graphe qu'on voit apparaître ici. Mais il faut bien avoir à l'esprit que cette dimension verticale ici n'est pas, en toute généralité, une dimension spatiale. Je pourrais par exemple très bien ici m'intéresser à la distribution de température dans un plan. Voilà, et alors f dans ce cas-là représenterait, sous forme de hauteur ici, représenterait la température qu'il y a ici en ce point de coordonnées x, y. Et l'étude que je fais ici avec le gradient permet de voir comment cette température évolue quand on se déplace ici d'un point à un autre dans le plan. On voit que la température évolue ici selon une certaine pente quand on va dans une certaine direction. Voilà. Donc il s'agissait bien ici de la description de ce qui se produit dans un monde à 2 dimensions. Et maintenant on va passer aux 3 dimensions. C'est-à-dire qu'on va vraiment ici décrire des fonctions qui dépendent de 3 variables de position par exemple. Je vais décrire ici la fonction f de x, y, z. Et mon but serait de décrire les variations de cette fonction en fonction ici de déplacement dans ce monde à 3 dimensions. Alors avec ça, bien sûr, je ne sais plus représenter de graphe de cette fonction. J'ai déjà pris ici les 3 dimensions. Comment est-ce que je pourrais représenter le graphe d'une fonction? Ici, j'ai eu recours à cette 3e dimension, c'était bien, parce que je travaillais sur base de 2 dimensions au départ. Mais si j'ai 3 dimensions au départ, il me faudrait une 4e dimension pour représenter les valeurs de f. Et ça, c'est impossible. Ton cerveau, le mien non plus, n'est pas capable de visualiser une 4e dimension. Donc voilà, ce qu'on peut faire éventuellement pour représenter les valeurs de f ici, c'est utiliser la notion de niveau de couleur. Par exemple, ici, j'ai introduit une espèce de nuage qui pourrait représenter la concentration d'humidité, par exemple, dans l'air, dans l'atmosphère, ou bien la distribution de température, pour reprendre le même exemple que celui que je te donnais il y a 2 minutes. Voilà, donc on voit ici que la température serait plus basse. Ici, par exemple, elle serait très basse par rapport à ce qui est ici. Bref. On ne peut pas faire beaucoup mieux que ça pour représenter une fonction de 3 variables. Alors voilà, on va s'intéresser aux valeurs de cette fonction, mais surtout à la façon dont la fonction varie en fonction de déplacement ici. On va étudier en gros donc la notion de dérivée directionnelle. En fonction de la direction que je vais prendre ici dans mon déplacement, quel sera le taux de variation de cette fonction ? C'est clairement ce qu'on avait fait ici à 2 dimensions, avec la notion qui apparaît ici de différentiel total. Quand je me déplace dans une direction quelconque qui est donnée ici par le vecteur dl, de composante dx en x et de composante dy en y, si je fais ce déplacement-là, la fonction va augmenter d'une certaine valeur qu'on appelle la différentielle totale de la fonction. Et cette différentielle, comme tu le vois, j'ai déjà interprété ça souvent, je vais, pour l'interpréter, refaire le raisonnement, plutôt que de me déplacer directement en dl, je vais d'abord faire la première étape, dx1x. Quand j'arrive ici, la fonction aura augmenté d'un petit peu. Cette augmentation, c'est la différentielle partielle en x qui est donnée par la pente en x que j'ai ici, multipliée par dx. dx
Hein, la tangente de l'angle ici va bien me donner la hauteur dfx. La pente en x fois dx me donne la différentielle partielle en x. Je fais la même chose pour le déplacement en dy. Je vais monter cette pente-là, dont la pente vaut la dérivée partielle par rapport à y. Si je multiplie cette pente par le déplacement dy ici, eh bien, j'obtiendrai la hauteur qui est ici. Hein, donc ça, c'est pour te rappeler que ceci, hein, même si c'est une notation mathématique un peu complexe, il y a moyen de l'interpréter très facilement. Cette égalité-ci n'est plus un mystère, hein, tu connais ça. Voilà, c'est ceci qui nous a amené, bien sûr, à la notion de dérivée directionnelle. Pourquoi? D'abord à la notion de gradient, bien sûr, hein, parce que ceci, df sur dx, df sur dy, je peux voir ça comme les composantes d'un vecteur, le vecteur que je vais appeler le vecteur gradient, rappelle-toi. Il me suffit effectivement de prendre ce vecteur, dont les composantes sont les dérivées partielles ici, et de le multiplier scalairement par le vecteur de déplacement dl. Et ça va bien sûr me donner df sur dx fois dx plus df sur dy fois dy. Et donc je vais le noter comme le produit scalaire ici. C'est à ça qu'on était arrivé. Et là, maintenant, on obtient la notion de dérivée directionnelle en divisant simplement par le module de ce vecteur. Si je divise par le module de ce vecteur à gauche et à droite ici, je vais effectivement obtenir le taux de variation de la fonction f dans la direction du déplacement. df sur dl, hein, ça donnera la pente rouge qui est ici, qui est la pente obtenue quand je me déplace dans la direction du vecteur déplacement dl. Voilà, c'est la notion de dérivée directionnelle, hein, que je vais reprendre ici. Si je divise à gauche et à droite par dl, eh bien j'obtiens ici, à la place du dl vecteur, j'obtiens bien sûr le vecteur unitaire dans la direction du déplacement. Et que nous dit ce résultat? Il nous dit que le taux de variation de la fonction dans la direction du déplacement, hein, c'est-à-dire df sur dl, est tout simplement donné par la projection orthogonale du gradient sur le vecteur unitaire. C'est bien la signification. C'est bien l'interprétation géométrique de ce produit scalaire, ou de celui-ci aussi d'ailleurs. Voilà, c'était donc la notion de dérivée directionnelle. Maintenant, on va voir tout ce que ceci donne à 3 dimensions. Et pour ça, je vais partir de ce point-là et je vais prendre un déplacement dans une direction tout à fait quelconque. Hein, je sors donc ici a priori du plan. Hein, tout à l'heure, je me baladais dans un plan à 2 dimensions, en x, y, uniquement à 2 dimensions. Maintenant, je peux bien sûr avoir une variation selon z. Voilà, alors je vais donc me déplacer et ce déplacement va me conduire à une nouvelle valeur de la fonction qui sera plus élevée ici, hein, on passe du bord au centre de ce nuage. On peut imaginer que le df ici, dans cet exemple, est positif. Le tout c'est de donner la valeur de ce df. Que vaudra la valeur de ce df en fonction des dérivés de cette fonction? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Hein. Voilà, le vecteur dl, c'est forcément un vecteur à 3 dimensions. Ses composantes sont dx, dy comme auparavant, mais je dois bien sûr introduire la composante en z également. Et je l'appelle bien sûr dz. Ok, alors maintenant ce que je vais faire, c'est commencer par faire le petit déplacement en dx. Je vais considérer d'abord la première étape de faire le déplacement. Plutôt que de faire dl directement, je vais passer par dx. Si je me déplace par ce vecteur dx1x, ça veut dire que y et z n'ont pas encore varié. Hein, je reste ici avec pas de variation de y et z, il n'y a que x qui va varier de dx. Et ça va correspondre bien sûr à un accroissement de la fonction qui est la différentielle totale en x. Ok, cette différentielle totale en x, ce sera la valeur de la fonction au bout de ce vecteur, moins la valeur de la fonction à l'origine de ce vecteur. À l'origine de ce vecteur, je suis en x, y, z. Au bout de ce vecteur, je suis en x plus dx. Mais les valeurs de y et z n'ont pas changé, parce que j'ai bien bougé ici parallèlement à l'axe x, c'est-à-dire perpendiculairement à z et à y. Y et z n'ont pas changé. Et tu reconnais ici, bien sûr, ce qu'on avait fait à 2 dimensions. Tu te rappelles qu'on avait divisé cette expression et multiplié à la fois par dx pour faire apparaître ici l'expression d'une dérivée en x, qu'on va appeler dérivée partielle, bien entendu, puisqu'il y a une variable y ici, hein, en plus, mais comme elle n'a pas changé, ça revient à faire une dérivée. On va toutefois l'appeler dérivée partielle, rappelle-toi, hein, et on a exactement la même chose ici. C'est y et z ici qui n'ont pas bougé, il n'y a que x qui bouge. On a donc ici ce qu'on va appeler la pente en x. C'est la dérivée partielle
par rapport à x. Et donc voilà, je vais les noter comme ceci, je prends les notations habituelles, qu'on soit à 3 dimensions ou à 2 dimensions, il n'y a pas de raison de changer de notation. Ceci, c'est la notation donc, de la dérivée partielle que je reprends ici. Conclusion, l'accroissement de la fonction quand je me déplace uniquement en x, la différentielle partielle en x, est donné par la pente en x fois dx. C'est tout aussi simple, c'est la même chose qu'à 2 dimensions. Voilà, maintenant je peux me déplacer en y, je viens me déplacer ici de la composante dy en un y forcément, c'est-à-dire que cette fois-ci c'est x et z qui ne bougent pas. Et là, je vais obtenir donc la dérivée partielle par rapport à y, bien sûr, puisque x et z ne changent pas, je vais bien ici avoir pour différentiel, la différentielle en y sera donnée, la différentielle partielle par rapport à y, sera donnée par la pente en y fois la longueur dy. Et c'est ce que je vais écrire directement, exactement comme on l'avait fait à 2 dimensions. Voilà, maintenant, oui, c'est ce que je rajoute ici, donc la fonction maintenant, elle a pris la valeur, on avait déjà fait un premier ajout ici qui était la différentielle en x, maintenant on vient de rajouter la différentielle en y, dont l'expression est donnée ici. Et maintenant tu as compris, il me suffit de passer à la dernière composante du vecteur dl, le petit vecteur dz que je viens rajouter ici, pour enfin arriver à l'extrémité du vecteur dl. J'aurai effectué donc tout le déplacement, et j'aurai donc l'expression du df qui est ici. Alors tu l'as compris, maintenant c'est quoi? C'est x et y qui ne changent pas, il n'y a que z qui bouge. La variation de la fonction ici, c'est-à-dire la différentielle partielle en z, sera tout simplement la pente en z fois dz. Ce que je peux écrire tout de suite, bien sûr. Voilà, je peux donc écrire la valeur de la fonction que j'ai ici, ce sera la valeur de départ, plus la somme, ici, des différentiels partiels en x, y et z. Voilà, tu vois que c'est assez évident, ceci me donne l'expression de la différentielle totale, qui vaut tout simplement ceci, on l'identifie directement, voilà, je peux venir le mettre ici. Comme ça, tout est bien clair. Et maintenant, je peux exprimer ce df en fonction non plus des différentiels partiels, mais des dérivées partielles que j'ai ici, ici et ici. Voilà, je peux l'écrire donc comme ceci. L'interprétation est évidente. L'accroissement total de la fonction sera donné par la pente en x fois le dx, plus la pente en y fois dy, plus la pente en z fois dz. C'est exactement ce qu'on disait ici à 2 dimensions. Voilà, et il me suffit bien sûr d'introduire le gradient, cette fois-ci à 3 dimensions, dont les composantes, je rajoute tout simplement cette composante df sur dz qui est ici, qui est la composante en z bien entendu. Et voilà, j'écris ici également le vecteur dl, je fais le produit scalaire de ces deux vecteurs et j'obtiens l'expression qui est là. Je peux donc écrire ici produit scalaire du gradient avec le vecteur dl. Et là, on constate que c'est exactement la même chose qu'à 2 dimensions. On obtient, grâce à cette notion de gradient, une écriture à la fois compacte mais tout à fait générale, qui ne dépend absolument pas du nombre de variables auxquelles on a affaire. Voilà, tu te rends bien compte d'ailleurs qu'on peut dépasser 3 dimensions, tu pourrais prendre 4, 5, 6 dimensions, ça serait toujours la même chose. Voilà, le constat est donc le même, je pourrais faire la même représentation graphique. La dérivée directionnelle va tout simplement être obtenue en divisant par le module de ce vecteur dl, ce que je fais donc à gauche et à droite, je divise à gauche et à droite. La dérivée du vecteur dl par son module me donne le vecteur unitaire dans la direction du déplacement. Et que nous dit ce résultat, ou celui-ci? Il nous dit que le taux de variation de la fonction dans la direction du déplacement est donné par la projection du vecteur gradient, projection orthogonale du vecteur gradient, dans la direction du déplacement. C'est aussi simple que ça, c'est la notion de dérivée directionnelle, aussi simple que ce qu'on a vu à 2 dimensions. Voilà, et la dérivée directionnelle est donc bien donnée par cette projection, df sur dl. Voilà, donc a priori il n'y a pas de différence. À 2 dimensions ici, je t'avais donné l'interprétation graphique du gradient. Je t'avais dit, puisque le gradient est donné par une projection orthogonale, on sait que l'ensemble qu'est-ce que je dirais, les projections ici apparaîtront toujours comme le segment de longueur que j'obtiens à l'intérieur d'un cercle le segment qui est dans la direction du vecteur déplacement. Puisqu'il s'agit d'une projection orthogonale, si je prends encore une autre direction ici par exemple, je sais que c'est le segment intérieur au cercle ici
qui va correspondre à cette projection orthogonale. Ce sont les propriétés du triangle rectangle et du cercle. Voilà, on a vu ça dans la vidéo consacrée à la représentation graphique du gradient, rappelle-toi. Je conseille toujours de voir le gradient accompagné du cercle là dont le diamètre vaut précisément le module du gradient. Comme ça, dès qu'on a une direction, on a tout de suite, avec le segment intérieur ici au cercle, on a tout de suite visualisé le taux de variation de la fonction dans la direction considérée. Et on constate donc que c'est la même chose ici. Mais là, je te laisse réfléchir 2 secondes. Est-ce qu'à 3 dimensions, c'est réellement la même chose? Non, pas tout à fait quand même. Parce que ici, je suis à 3 dimensions, c'est-à-dire que je peux sortir du plan avec la direction du déplacement. Ici, je ne pouvais pas, j'étais à 2 dimensions. Tout est représenté dans le plan à 2 dimensions qui est le plan de ton écran. Mais ici, je suis à 3 dimensions. Le vecteur déplacement, ici, je peux bien sûr le choisir dans n'importe quelle direction par rapport au gradient f. Je pourrais le choisir par exemple comme sortant du plan de ton écran, ici comme ce vecteur-ci. Tu vois que j'ai mis une petite perspective ici qui montre que la flèche pointe vers toi. À ce moment-là, ce que me dit ce résultat ici, ou pour la dérivée directionnelle, c'est que je dois faire la projection orthogonale du gradient sur le vecteur déplacement pour obtenir le taux de variation de la fonction. Je vais le faire, voilà la projection qui apparaît. Et voilà, bien sûr, cette projection va définir ici un point qui appartient bien sûr à un cercle. J'ai ici un triangle rectangle dont l'hypoténuse est le diamètre du cercle que je vais représenter ici, mais qui est aussi le diamètre d'un cercle qui passe par là, que je vais tout de suite représenter bien entendu. C'est exactement comme le demi-cercle que j'ai représenté ici par rapport à la direction 1L qui était initiale ici. Donc voilà, tu as bien compris que puisque tu peux sortir du plan, en fait, dans toutes les directions possibles, tu te balades en fait sur une sphère. J'aurais pu choisir encore une autre direction ici, j'aurais pu aussi dessiner un demi-cercle ici. Je sais que la dérivée directionnelle a pour valeur ici la valeur du segment qui est intérieur au cercle pointillé ici. Bref, on est donc sur une sphère et non plus sur un cercle ici pour définir ici les segments, les longueurs des segments qui ne sont rien d'autre que les dérivées directionnelles. C'est une sphère, cette fois-ci, que je dois considérer. Et en fait, la dérivée directionnelle va tout simplement avoir pour valeur ici le segment, la longueur du segment intérieur à la sphère, dans la direction, bien sûr, du déplacement. Voilà, le segment rouge que je viens de représenter ici va représenter la dérivée directionnelle dans la direction indiquée par le vecteur unitaire. Voilà, donc c'est la généralisation à 3 dimensions de ce qu'on a fait à 2 dimensions. Un cercle est devenu une sphère. Alors à 2 dimensions, ça avait un petit côté sympathique ici, puisqu'on savait que le gradient pouvait être, plutôt que d'être symbolisé par une simple flèche, il pouvait être symbolisé par une feuille de cannabis, dont les doigts ici indiquent effectivement que la dérivée directionnelle est la plus grande dans le sens du gradient, mais diminue bien sûr, plus la direction se rapproche ici de l'orthogonalité au gradient. Voilà, cette feuille de cannabis, on ne la retrouve plus vraiment puisque c'est une sphère qu'on a maintenant. Alors voilà, je pourrais malgré tout, si je veux continuer cette illustration botanique, je pourrais prendre une fleur de trèfle, par exemple. Une fleur de trèfle constituée de jets comme ça, qui partent tous plus ou moins du même point. Donc voilà, on pourrait visualiser le gradient à 3 dimensions avec ça. On prend une direction et la longueur de la fleur, du petit brin de fleur qu'on obtient là, représente la dérivée directionnelle. Alors voilà, puisque les vaches apprécient les trèfles, ça me fait une compagne bien sympathique ici pour notre fumeur de joint que je t'avais présenté dans cette vidéo sur la représentation graphique, sur l'interprétation graphique du gradient. Mais voilà, donc on est arrivé au bout de cette séquence. Tu es maintenant prêt à aborder ces problèmes de modélisation du monde réel, qui est bien un monde à 3 dimensions. On a ici un champ de pression à 3 dimensions, dont on utilise le gradient ici pour modéliser la dynamique d'écoulement de l'air. Ici, le gradient de température qui peut être utilisé à 3 dimensions, bien sûr, pour décrire
la façon dont la température se répartit dans un objet qui est échauffé. De même ici, pour décrire les rayons lumineux, tu vas utiliser la notion de gradient de phase. Et en informatique, c'est peut-être la meilleure illustration, en fait, parce qu'en informatique, le gradient, je te l'avais dit, est utilisé pour les procédures d'optimisation. Procédures d'optimisation qui s'appliquent à des problèmes très complexes pour lesquels les fonctions peuvent avoir un grand nombre de variables. Tout ce que je t'ai raconté ici en passant de 2 à 3 dimensions, tu peux facilement le généraliser à 4, 5, 6, 10, 11 dimensions sans aucun problème. Cette notion de gradient est beaucoup utilisée en informatique, notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle, puisque ce gradient permet des procédures d'optimisation qui sont nécessaires, qui sont même la base de certains algorithmes d'intelligence artificielle, comme en robotique par exemple. Le gradient est beaucoup utilisé pour optimiser le comportement des robots. On va voir les prouesses que le gradient permet d'obtenir comme ceci. Voilà ce que je te propose ici. Voilà, évidemment, l'optimisation n'est pas toujours parfaite, mais voilà, il faut encore un peu travailler ici sur cette notion de gradient pour encore améliorer le fonctionnement de ce robot. Voilà, c'est ici que ça se termine. Je te remercie pour ton attention et à très bientôt pour de nouvelles découvertes sur Kipédia.